Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bourem, Léré, Bamba, Djoura, la liste s'allonge. Les attaques contre les positions des forces armées maliennes se multiplient dans le nord du pays depuis l'annonce du départ des troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qu'il s'agisse d'assauts de groupes armés terroristes ou de groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. La situation inquiète les populations qui souvent n'ont d'autre choix que de prendre le chemin de l'exil. 8 ans donc après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale censé mettre un terme au conflit. Que se passe-t-il au nord du Mali? Quels sont les enjeux du moment et comment s'en sortir? Nous en parlons ce soir. Moussa Ag Acharatouman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad, membre fondateur du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, le CSP-PSD, qui regroupait jusqu'à une date récente donc l'essentiel des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le 24 septembre dernier, le MSA a annoncé prendre ses distances, quitter donc le CSP PSD, on en reparlera. Vous êtes également membre du CNT, membre de la commission défense et sécurité, donc du Conseil national de transition. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine Merci, tout et le merci plaisir. d'avoir accepté cette invitation. On Merci. assiste donc, Monsieur Acharatouman, depuis un certain temps à une reprise des hostilités, à un regain de tension dans le nord du pays. De votre point de vue, qu'est-ce qui se joue présentement au nord? Merci beaucoup, Yaya. Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances les plus attristées aux civils comme aux militaires de toutes les victimes liées à la crise dans notre pays, et particulièrement pour ce qui s'est passé suite au drame du bateau de Tombouctou, mais aussi aux différents crimes qui sont souvent méconnus de l'opinion nationale, notamment ce qui s'est passé à Menaka, en Songo et dans les Gourma. Et aujourd'hui, effectivement, notre pays traverse une situation extrêmement grave avec la reprise des hostilités, et notamment d'une part entre les groupes d'obéissance djihadistes avec les forces de défense et de sécurité qui ne datent pas d'aujourd'hui, et tout récemment aussi avec une bonne partie des mouvements membres de la CEMA qui par la suite ont utilisé les sigles du cadre stratégique permanent pour lancer des attaques contre les forces de défense et de sécurité. Mais c'est quelque chose qui est dû à une multitude d'actions qui se sont superposées ces derniers mois et ces derniers temps. Et les derniers en date, en tout cas qui a justifié la déclaration que l'Abbas Aguintala a faite en tant que président du CSP au nom de tous les membres du CSP pour lancer ce que lui il appelle la légitime défense contre les forces de défense et de sécurité. D'abord, c'est une déclaration qui n'a pas été consensuelle ni unanime parce que nous, en tant que membres à l'époque du CSP, nous n'avons ni été associés, ni été informés de cette décision, d'où notre refus dans un premier temps de cautionner cette déclaration. Et par la suite même, nous avons complètement pris nos distances avec les cadres stratégiques permanents pour une raison toute simple. Vous savez, nous, le CSP, quand on l'avait créé au départ, c'était dans un premier temps pour la réconciliation entre nos communautés ou nos mouvements, pour mettre un terme aux contradictions internes. Et je pense que c'est quelque chose, en tout cas, que le CSP a réussi dans un temps bien déterminé. Le second objectif, c'était vraiment de conjuguer nos efforts dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Donc l'objectif était vraiment de capitaliser sur les acquis que nous avons eus ces dernières années, éventuellement voir dans quelle mesure avec nos autorités avancer pour vraiment faire en sorte que cet accord-là puisse être appliqué. Le troisième aspect, c'était vraiment de nous mettre ensemble pour sécuriser nos populations et leurs biens. Malheureusement, ce troisième objectif-là, nous avons vraiment eu du mal à le faire parce que ça fait pratiquement 2 ans que nous avons mis le CSP sur pied. Et pour la petite histoire, ce qui s'est passé dans la région de Menaka et dans le cercle d'Ansongo, une partie du gourmand malien a laissé tout le monde perplexe face à la volonté des acteurs qui sont à l'intérieur du CSP pour réellement à remplir cet objectif-là de conjuguer leurs efforts pour protéger les populations et leurs biens. Parce que depuis le 8 mars 2022, plusieurs attaques, vraiment des attaques barbares, des attaques monstrueuses, des attaques d'une barbarie inouïe ont été lancées contre nos populations, notamment dans le village de Tamalet, c'est au nord-est de Menaka, et dans pas mal d'autres villages dans la région de Menaka, une partie dans le Songo, dans le Gourma aussi, notamment à Tessi, Taintilil, et j'en passe. Et il y a eu entre 700 et 1000 civils, malheureusement, qui ont été massacrés dans cette zone, dans un silence assourdissant de beaucoup de gens.
Et malheureusement, à cette époque-là, les MSA et les GATIA étaient au premier sur le front. Et nous avons combattu avec les moyens du bord, nous avons essayé de sauver ce qu'on peut, et Dieu sait qu'on a sauvé beaucoup de vies. Et à cette époque-là, nous avons sollicité justement l'appui de nos autres frères membres du CSP pour venir nous appuyer, pour vraiment arrêter cette hémorragie-là et arrêter les actions que Daesh est en train de faire contre nos communautés. Malheureusement, pendant une année et demie, nous n'avons jamais eu le soutien nécessaire et demandé par rapport aux autres mouvements avec lesquels nous étions au CSP. Et il y avait des forces de défense et de sécurité aussi à Ménaka, il faut le préciser pendant cette période-là. Ponctuellement, eux aussi se sont manifestés, ils nous ont aidés. Mais malheureusement, nos autres frères du CSP n'ont pas fait la même chose. Et c'est quelque chose qui nous est resté à travers la gorge, mais compte tenu du fait que nous avons toujours privilégié la réconciliation et l'entente entre nous, qui demeure d'ailleurs toujours, nous avons donné le temps à nos frères pour que vraiment ils puissent se mobiliser et venir à nos côtés pour protéger ces populations. Parce que quelque part, quand on a pris des armes, quand on a créé ces entités politiques et militaires, c'est d'abord pour protéger ces communautés-là et pour protéger ces populations-là. Jamais nos communautés et nos populations n'ont été aussi endeuillées que pendant l'année 2022 et le début de l'année 2023. Alors, et malheureusement, le CSP ne s'est jamais manifesté pour ça, et ça fait partie en réalité de la raison principale qui a fait que nous n'avons pas compris pourquoi on n'a pas déclaré la légitime défense contre Daesh qui a massacré plus de 1000 civils. Et aujourd'hui, on déclare la légitime défense contre les forces de défense et de sécurité qui sont censées être nos alliés puisqu'il y a un accord de paix qui nous lie. On ne voit pas de raisons objectives aujourd'hui de remettre en cause la paix que nous avons avec les forces de défense et de sécurité, alors que nous, par exemple, du MSA, du GATIA, qui sommes dans la région de Ménaka et de Gao, nous sommes des mouvements qui avons toujours une proximité visible et assumée avec les forces de défense et de sécurité, avec lesquelles nous conjuguons nos efforts dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et un beau jour, on s'élève et puis on voit sur les réseaux sociaux qu'il y a des acteurs qui veulent nous mettre en conflit avec les forces de défense et de sécurité pour des raisons que nous ne comprenons pas. Peut-être qu'ils ont des raisons qu'ils trouvent objectives, d'ailleurs, qu'il faut voir de près et scruter, mais nous, ce n'est pas du tout notre cas. Donc, d'où notre incompréhension, et nous les avons alertés pour leur dire d'arrêter d'utiliser les sigles du CSP par rapport à des choses qui n'engagent pas l'ensemble des mouvements qui composent les CSP. Mais malheureusement, ça n'a pas été entendu, et c'est à la suite de cela que nous avons décidé en toute responsabilité de mettre fin à notre participation au cadre stratégique. Mais vous parlez donc d'une série d'événements qui concourent aujourd'hui à ce regain de tension dans le nord du pays. Parmi ces événements, on peut citer la question de ces emprises de l'aménagement. Pourquoi ces emprises font autant courir aujourd'hui ? En fait, en réalité, avant même la question de ces emprises-là, le processus était suspendu depuis plusieurs mois entre les mouvements et puis le gouvernement. Et ça fait que le CSA ne se réunit plus, ça fait que les mécanismes de mise en œuvre de l'accord étaient totalement aux arrêts. Je dirais qu'en réalité, la question des emprises de l'aménagement, c'est la goutte qui a fait déborder un peu les vases. Mais là aussi, une fois de plus, les mouvements n'ont pas les mêmes réalités. Par exemple, quand vous prenez les emprises de l'aménagement à Ménaka, la rétrocession s'est passée sans aucun problème parce que tout simplement nous sommes dans un état d'esprit qui fait que pour nous les emprises de l'aménagement ne sont pas vraiment un enjeu. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de protéger nos communautés et nos parents contre les monstres de l'État islamique qui est en train de massacrer par milliers nos populations. Voilà des questions beaucoup plus utiles, beaucoup plus urgentes, beaucoup plus sur lesquelles on doit se mobiliser que les emprises de l'aménagement. Malheureusement, il y a d'autres frères qui pensent que chez eux, ils ont un certain nombre de choses qui font qu'ils ne peuvent pas accepter que ces emprises-là reviennent aux forces de défense et de sécurité. Sauf que malheureusement, la résolution du Conseil de sécurité a été très claire là-dessus. Les emprises doivent être rétrocédées à l'État malien. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que nous ne comprenons pas, une bonne partie des acteurs, notamment associés au mouvement, ils n'ont pas compris qu'on puisse arriver à reprendre les hostilités à cause de quelque chose sur lequel on pouvait tout simplement trouver un consensus et s'entendre. Parce qu'on a des acquis. Les acquis, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, même dans la ville de Kidal et de Tessalit, vous avez
partie de l'armée malienne qui est dans cette partie du territoire. À Kidal, vous avez un gouverneur et parmi beaucoup de responsables de cette région, vous les retrouvez dans les institutions de l'État, notamment la monocale de Kidal, qui est le troisième vice-président du Conseil national de transition, qui a quand même une personnalité respectueuse dans cette région-là. Donc on ne peut pas changer tous ces acquis-là pour des histoires d'emprise sur lesquelles, de toutes les façons, moi, je pense que les forces de défense et de sécurité et les mouvements qui sont engagés dans le processus doivent créer une synergie d'action parce qu'aujourd'hui, les défis sont tellement énormes qu'on a d'autres ennemis, on a d'autres adversaires qui ne sont pas les problèmes entre nous. Alors, mais que signifie pour vous donc cette reprise des hostilités pour l'accord pour la paix et la réconciliation nationale? Certains disent que l'accord, il est caduc à cause de tout cela. Vous aurez tous remarqué que ni les mouvements qui sont engagés dans ce conflit-là, ni les forces de défense et de sécurité, donc l'État malien, personne n'a déclaré la fin de l'accord d'Alger. Personne n'a remis l'accord d'Alger en cause. Et si je me réfère même pour paraphraser ce qu'une voix autorisée du CSP a dit sur les antennes des RFI, il a tout simplement dit qu'ils n'ont pas de nouvelles revendications. Il a aussi dit qu'ils n'ont pas quitté l'accord d'Alger. Vous n'avez pas quitté l'accord d'Alger. Vous n'avez pas de nouvelles revendications. Vous dites que vous êtes en légitime défense. Au final, cette guerre, moi, je ne comprends pas les raisons. Pourquoi? Sauf s'il y a une autre raison que personne ne connaît. Sinon, visiblement, du moment où on n'est pas sorti de l'accord, du moment où on n'a pas de nouvelles revendications, je ne vois pas de raison aujourd'hui à ce qu'il y ait des problèmes entre les forces de défense et de sécurité et une partie des mouvements membres du CSP. Je tiens aussi à préciser qu'au-delà du MSA, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont des chefs de mouvements, des personnalités politiques qui ont pris leur distance avec les CSP. Il y a les mouvements de l'inclusivité, il y a Moula, il y a Diamaa, il y a Maître Harouna Touré, il y a tous les Gatia affiliés au général et à sa famille, à sa tribu qui a quitté. Et puis récemment, vous avez aussi vu la déclaration du ministre des Maliens établi à l'extérieur, Moussa Agataher, et puis des Radouane, le commissaire à la sécurité alimentaire. Tout ça, ce sont des personnages politiques extrêmement importants. Et tout ce monde-là a pris aujourd'hui sa distance avec cette organisation à cause tout simplement de ce pas qu'ils ont franchi en ouvrant des hostilités aujourd'hui avec les forces de défense et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, le nord du Mali, quand vous les regardez, les vrais acteurs qui détiennent le monopole de la violence, ce n'est même pas les mouvements qui sont dans le processus de paix, c'est d'autres organisations d'obéissance djihadiste et ils sont dès aujourd'hui, ils sont au nord du Mali. Alors, si vous permettez, on va parler de ces organisations, mais parlons d'abord de l'accord. Vous êtes quand même un des artisans de cet accord. On est 8 ans après sa signature. Est-ce qu'on peut en faire vraiment un bilan positif? Est-ce que ce n'est pas ce qui justifie un peu la reprise des hostilités? Vous savez, un accord qui trébuche ou un accord qui souffre de lenteur dans le cadre de sa mise en œuvre, dans le cadre de sa mise en œuvre vaut mieux que la guerre. Je sais que durant ces 8 années, il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour critiquer l'accord, souvent pour le remettre en cause, souvent pour même demander qu'on le jette dans les fleuves Niger. Mais aujourd'hui, l'ensemble de ces acteurs-là se rendent compte qu'au fait, c'est grâce à cet accord qu'on avait une certaine stabilité, même si on a des réserves par rapport à son contenu, même si on reproche un certain nombre de choses à cet accord-là. Le seul fait qu'il permette aux Maliens de se retrouver autour de la table, de continuer les discussions, de régler un certain nombre de choses, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Grâce à cet accord, pendant ces 8 dernières années, nous n'avons pas eu de conflit entre les mouvements et les forces de défense et de sécurité. Et grâce à cet accord aussi, vous avez une bonne partie des cadres ici de ces régions-là qui ont intégré non seulement les forces de défense et de sécurité, mais aussi l'administration malienne, des grandes institutions comme le gouvernement, le CNT et d'autres. Donc il y avait des acquis. Mais c'est vrai qu'on a connu des lenteurs dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme alternative? C'est soit l'accord, c'est soit alors les chaos. Mais nous, on préfère l'accord au chaos. Les chaos, ça n'arrange personne. Ça n'arrange que les acteurs dont je voulais parler tout de suite. Ce n'est pas dans cet état que vous imaginez le Mali au moment où vous signez l'accord, il y a 8 ans. Grâce à l'accord, on a mis fin à un conflit, il ne faut pas l'oublier. C'est grâce à l'accord que nous nous sommes retrouvés d'abord à Ouagadougou, ensuite à Alger. Et c'est ce qui a fait que pendant 8 ans, nous avons connu en tout cas une certaine forme de paix, de réconciliation ici au Mali. Donc il ne faut pas aussi qu'on dise que l'accord n'a pas réglé quelque chose. L'accord a réglé beaucoup de choses. L'accord nous permet de nous parler, de nous retrouver, de discuter, d'échanger et souvent de conjuguer nos efforts dans le cadre de la recherche de la paix et de la sécurité. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'accord d'Alger, ça nous permet de régler une partie des problèmes maliens. Mais ça ne règle pas tous les problèmes parce que les problèmes sont
multiples, sont énormes. Ils ne sont pas seulement liés à l'accord d'Alger. Donc ce que l'accord d'Alger peut régler, réglons-les et puis avançons. Pas d'alternative à l'accord. Et qu'est-ce qu'il faut en faire aujourd'hui? Relire? Le gouvernement a souvent parlé de relecture intelligente. Absolument. Vous êtes dans cette logique? De toutes les façons, l'accord dans son article 65, si je ne me trompe pas, prévoit sa propre relecture, mais à condition que les parties signataires, les 3 parties signataires de l'accord, se mettent autour de la table et se mettent d'accord sur les clauses ou les parties de l'accord qu'il faut relire. Donc c'est un processus qui est déjà prévu dans l'accord. C'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'on puisse aujourd'hui en réalité revenir à cet accord-là, et à l'intérieur de cet accord-là, nous avons les réponses à tous les problèmes que nous avons posés. Et même aujourd'hui, la plupart des acteurs qui sont frustrés ou qui ont pris des chemins, en tout cas qui s'éloignent un peu de la paix, la plupart de leurs discours, c'est que c'est l'accord qui n'a pas été appliqué ou n'a pas été respecté. Parce que dans cet accord, il y a tout. Donc faisons en sorte que les gens se retrouvent autour de la table et qu'ils puissent regarder cet accord-là pour avancer. Alors comment se retrouver autour d'une table dans un contexte de reprise des hostilités? Est-ce que vous avez des astuces? Au fait, de toutes les façons, tout ça, là, ça finira par la table et par les dialogues. Donc pourquoi perdre des vies supplémentaires alors que demain on va se retrouver autour d'une table? Maintenant, il faut que les bonnes volontés se mobilisent. Les bonnes volontés, ce n'est pas seulement les ministres Ouaké ou le président Goïta ou les acteurs des mouvements. Ils sont nombreux, des Maliens qui peuvent parler aux frères, qui peuvent parler à d'autres gens, qui peuvent se mobiliser pour vraiment faire en sorte que les gens puissent se retrouver autour de la table. Et sans risque de me tromper aussi, je pense que le gouvernement, en tout cas, a manifesté, c'est-à-dire son souhait de revenir autour de la table et de discuter. Le ministre Ouaké a fait une communication dans ce sens-là. C'est vrai que ça a coïncidé avec la reprise de ces hostilités-là, mais regardons les bons côtés des choses et prenons-les. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de revenir autour de la table et de discuter. Ça finira comme ça. Donc pourquoi perdre des gens encore supplémentaires pour quelque chose dont on a déjà les remèdes? Les remèdes, c'est l'accord d'Alger. Reprise donc des hostilités, M. Charatouman, avec certains groupes armés et signataires de l'accord, cela dans un contexte aussi de regain d'activité terroriste, vous l'avez dit. Comment est-ce que cela se manifeste aujourd'hui au nord en général et plus particulièrement dans la région de Ménaka que vous contrôlez avec Ozone? Bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs acteurs qui sont actifs aujourd'hui au nord du Mali. Il y a d'abord les mouvements signataires qui se sont regroupés au sein du CSP, une partie, parce que la majorité ont quitté. Et c'est eux qui ont attaqué par exemple les camps de Bourem d'abord, et ensuite les camps de Léré, ensuite Djoura et tout ça, ils l'ont revendiqué. Ensuite, vous avez à côté d'autres acteurs qui sont là, qui sont très puissants, qui débordent souvent même au-delà de nos frontières. C'est des grandes organisations. Vous avez d'un côté Daesh et vous avez de l'autre côté Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est ça, les jeunes, ils sont présents dans la région de Kidal, dans la région de Tombouctou, une partie de Gao, ils sont présents au centre, ils débordent sur le Burkina et ainsi de suite. Alors que de l'autre côté, vous avez un autre groupe qui s'appelle Daesh, qui est une organisation terroriste internationale qui est connue de tout le monde. Et aujourd'hui, dans notre région, elle est dans la zone dite des 3 frontières, c'est-à-dire de Gao jusqu'à Ménaka, partir vers le Niger, jusqu'au Nigeria, au Bénin, au Togo, ils sont présents dans cette zone. Et ce sont des organisations souvent aussi qui s'affrontent sur le terrain malien ou souvent burkinabé, mais beaucoup plus en réalité au Mali. Les zones de contact, comme je le disais la dernière fois, c'est la zone de Ménaka, la zone d'Ansongo, la zone de Gourma. C'est des zones dans lesquelles ces deux organisations-là se battent. Et quand ils se battent, c'est vraiment des batailles sanguinaires, des batailles très, 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 très dures et qui mobilisent beaucoup, beaucoup de gens. Et aujourd'hui, vous avez ces deux acteurs-là, qui sont souvent même plus puissants que les mouvements, qui sont souvent plus puissants que même une partie de nos États, parce qu'ils arrivent à s'installer dans des zones frontalières qu'ils ont le monopole des deux côtés. Par exemple, quand vous prenez la région de Ménaka, ils sont aussi dans la région de Tawa et de Tilaberi. Quand vous prenez aussi les Gourma, ils sont au Mali, ils sont au Burkina. Quand vous prenez le Burkina ensuite, ils sont au Burkina, ou sont au Bénin, ou sont au Burkina, ou sont au Togo. Donc c'est des organisations très puissantes qui sont là aujourd'hui. Et ça, ce sont des organisations qui n'ont pas d'accord avec l'État malien. C'est la guerre ouverte entre eux et les forces de défense et de sécurité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le conflit actuel est dangereux. Et dangereux pourquoi? Parce que les acteurs qui sont censés conjuguer leurs efforts pour limiter la casse de ces organisations-là qui n'ont pas d'accord, qui ne sont pas concernées par l'accord d'Alger, ceux-ci-là se battent entre eux. Quand ils se battent entre eux, ils s'auto-affaiblissent. Et quand ils s'auto-affaiblissent, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à Daesh et ça bénéficie à Al-Qaïda. Et vous avez aussi des organisations qui n'ont pas les mêmes idéologies. L'idéologie de l'État islamique, les États, les groupes armés, les négociations, ça n'existe pas. C'est une organisation
qui existe à travers le chaos. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie, en Irak ou en Libye et un peu partout. Alors qu'en face, vous avez une organisation comme Al-Qaïda, vous voyez, c'est un peu la dérivée de l'Afghanistan, du Pakistan et de ce qui se passe avec les talibans. Et c'est une organisation de temps en temps qui arrive à trouver des accords avec les pays. Mais je disais aussi aujourd'hui, dans le cadre de la gestion de la crise du djihad qui est posé dans nos sociétés majoritairement musulmanes, aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger, on doit se tourner vers les pays du Nord. Les pays du Nord, c'est quoi? C'est l'Algérie, c'est la Mauritanie, c'est la Libye, c'est les pays du Moyen-Orient, c'est la Syrie, l'Irak et tout ça. Pourquoi? Parce que le terrorisme ou le problème du djihad qui est posé dans nos sociétés nous vient de ces pays-là. Ils ont une expérience dans le cadre de la gestion de cette crise. C'est pour ça que je donne souvent l'exemple de l'Algérie, qui est notre voisin direct et qui est un pays avec lequel on a une grande frontière et beaucoup de similitudes. Voilà un pays qui a vécu le terrorisme dans sa chair et dans son âme. Et ils l'ont géré aussi avec exemplarité et fermeté. Et voilà un pays sur lequel je pense qu'on peut se reposer pour apprendre de l'expérience algérienne par rapport à la gestion de la décennie noire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire mais c'est l'Algérie qui a exporté le terrorisme vers le Mali. Ce n'est pas tout à fait le cas. Au fait, l'Algérie a combattu ces organisations extrémistes chez lui et les a poussées hors de son territoire. Et comme je donnais l'exemple la dernière fois, les premiers chefs de ces groupes ne se sont pas installés au Mali, ils se sont installés au Tchad, dans les montagnes du Tibesti, parce qu'il y avait des tribus majoritairement musulmanes dans ces zones-là. Et c'est dans ces zones-là qu'Al-Para, le premier extrémiste que les Algériens ont botté hors de leur territoire, il s'est réfugié là-bas. Mais au fait, dans le cadre de la gestion de cette crise, on doit se tourner vers ces pays-là pour apprendre de leur expérience, pour apprendre comment est-ce qu'ils ont géré cette crise. Parce que ce n'est pas une crise seulement, ce n'est pas avec les armes et avec une armée qu'on peut les gérer. C'est à travers plusieurs astuces. Bien évidemment, comme je le dis toujours, l'armée, c'est le socle de nos États. Au fait, les États-Unis, la Russie, la Chine, tous les Français, toutes ces puissances, elles existent parce qu'elles ont des armées fortes. Donc la dynamique actuelle de renforcer l'armée, de l'occuper, de recruter, de l'agrandir, d'asseoir son autorité, c'est quelque chose de positif. Parce que de toute façon, notre pays ne peut pas exister sans une armée. Il faut reconstruire cette armée, il faut lui donner les moyens dont elle aura besoin. Mais en parallèle à cela aussi, il faut qu'on essaye aussi d'autres astuces. Parce que le problème dans notre pays, c'est qu'on veut toujours laisser la responsabilité à X. Il faut que tout le monde participe dans le cadre de la gestion de cette crise. Par exemple, quand vous prenez les chefs religieux, ils sont nombreux ici au Mali. Les oulémas, les cadis, ce sont des gens qu'on doit mettre à contribution dans le cadre de la gestion de cette problématique liée au djihad dans nos sociétés majoritairement musulmanes. Ils doivent prêcher la parole, ils doivent sensibiliser les jeunes pour leur dire voilà la voie que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ont dit. C'est que ces gens-là vous disent, c'est-à-dire ils ont un rôle à jouer. C'est pour ça que l'exemple mauritanien est intéressant. Voilà un pays qui a combattu cette idéologie à travers les oulémas, qu'ils envoient souvent dans des prisons pour aller parler avec ces jeunes qui ont été instrumentalisés par X ou Y. Et à la fin, ce sont des jeunes avec lesquels les cadis parlent et ils arrivent à les faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà des astuces qu'on doit aussi, en réalité, aujourd'hui mettre en avant. Mais malheureusement, au Mali, chez nous, les gens ne s'intéressent aux problèmes que pour indexer l'autorité qui est là et montrer son côté négatif ou son côté faible dans l'optique seulement d'accéder au pouvoir. Ce n'est pas dans l'optique de résoudre les problèmes. Il faut qu'on se résigne aujourd'hui au Mali à affronter nos problèmes, à les assumer et à les régler. Et les règlements, ce n'est pas seulement d'autorité, mais c'est nous tous, on doit tous contribuer à ça. Alors, M. Acharatoumane, vous n'êtes pas sans savoir que le terrorisme, peut-être au Mali, s'est beaucoup implanté sur fond de séparatisme, de partition du pays. Est-ce qu'on peut finalement résoudre cette question tant que nous-mêmes, à l'intérieur, comme vous l'avez dit, on ne parle pas le même langage? Est-ce que ça passe aussi par la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale? Incontestablement, l'accord trace des voies qui permettent au Mali de devenir plus fort qu'il ne l'est encore. Ça, il faut que les Maliens soient résignés à comprendre cela. Donc, c'est un accord qui nous permet de nous retrouver et de renforcer notre
notre pays. En parallèle à cela, nous avons la question de l'extrémisme violent qui est posée dans notre pays. Et pour le moment, on n'a pas encore trouvé de solution à ça. Mais sauf que ce n'est pas lié seulement au séparatisme. Vous savez, les organisations extrémistes, les GIA, les GSPC, quand il a été poussé de l'Algérie, il s'est installé dans notre pays depuis les années 2000. Mais pourtant, une bonne partie de nos dirigeants ont fermé leurs yeux là-dessus. Personne n'en a jamais parlé. Je me rappelle, Terrar, à côté d'Aguelhok, s'est transformé en une base d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. On enlevait des Occidentaux, des otages partout. On les amenait ici, au Mali. Et c'est à partir du Mali qu'on faisait ces business-là, auxquels aussi certaines de nos autorités de l'époque ne sont pas étrangers à cela. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut aussi assumer, c'est-à-dire les faits qui se sont produits dans ces pays-là. On ne peut pas prendre tout ça et dire que c'est lié au séparatisme ou à la rébellion qui a éclaté en 2012. Mais ces gens-là, ils étaient là 10 ans, 13 ans, 15 ans avant ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Pendant longtemps, on les a laissés. Ils se sont implantés dans cet espace-là, ils se sont mariés à des communautés, ils ont recruté des jeunes, ils ont fait leur business. Et au final, le jour où on se lève pour savoir que ça, c'est un problème, c'était trop tard parce qu'ils sont devenus tellement forts. Ils sont devenus tellement forts qu'aujourd'hui, on a des problèmes à les combattre. Et l'autre côté aussi, c'est que j'aimerais faire comprendre à nos concitoyens, à nos autorités, qu'aujourd'hui, la pacification de cet espace, elle passe nécessairement par l'association des communautés et des populations qui sont ici de ce terroir-là. Il faut mettre ces gens-là en avant, il faut les écouter, il faut les associer, il faut leur donner la possibilité souvent d'être aussi acteurs chez eux. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Parce que j'ai l'habitude de dire que ces organisations extrémistes ou d'obéissance djihadistes ont pris de l'avance sur nos États. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont compris que pour exister dans cet espace, il faut avoir les communautés avec soi. Ils ont fait ce travail-là. Quand vous voyez une organisation comme Al-Qaïda qui vient au Mali et puis qui prend Yad Agali, ils les mettent en avant, c'est pas anodin. Quand vous voyez comment ils ont pris Amadou Koufa, ils en ont fait quelqu'un qui est extrêmement important, c'est pas anodin. Donc ce sont des choses aussi contre lesquelles l'État aussi, en réalité, doit travailler. Nos concitoyens aussi doivent les comprendre. Et l'autre chose sur laquelle aussi j'aimerais insister, c'est qu'il faut qu'on laisse les clichés de côté et les amalgames. C'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, les Touaregs ne sont pas les méchants. Les Peuls ne sont pas nécessairement des terroristes. Les Bambara ne sont pas forcément les méchants du Sud. Aujourd'hui, nous avons, c'est-à-dire d'autres choses, d'autres adversaires, d'autres gens qui sont là, qui sont en train d'instrumentaliser nos communautés, nos appellations, nos couleurs, nos différences, et pour nous opposer les uns aux autres. On doit faire extrêmement attention à ça. C'est pour ça aujourd'hui même, dans la situation dans laquelle notre pays est, il faut qu'on fasse attention aux amalgames. Et on doit les combattre avec la plus grande fermeté. Non seulement au niveau de l'autorité, de l'État, mais aussi auprès de l'ensemble de nos concitoyens, pour ne pas laisser ces gens-là arriver à leur objectif. Exit donc Barkhane, exit le G5 Sahel, exit désormais la MINUSMA, l'armée malienne face aux groupes armés et terroristes avec l'appui de certains groupes signataires, dont le vôtre. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir de la lutte dans un futur immédiat? C'est vrai que toutes ces forces-là ont passé dans notre pays, et les G5 Sahel, Takuba, Barkhane, et j'en passe. Mais le problème reste entier. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi je pense que ce problème-là ne peut être réglé que par les Maliens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes, on s'assigne et qu'on prenne notre avenir, nos populations, notre destin en main. Ce n'est que comme ça qu'on peut mettre fin à ces fléaux-là. Ces fléaux-là, ils s'est bâti sur plusieurs choses. D'abord, il y a la précarité. D'abord, il y a la pauvreté. D'abord, il y a le sous-développement. D'abord, il y a l'oubli ou la négligence ou la discrimination d'un certain nombre de nos populations qui ont souvent vécu à la périphérie de nos États. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit l'État, l'État ne se limite pas à un gouverneur, ne se limite pas à un commandant de zone, ne se limite pas au chef d'une compagnie. Le Mali, dans son entièreté, doit s'associer à l'ensemble de ces populations-là qui sont souvent oubliées, qui deviennent un terreau très facile de recrutement pour ces organisations extrémistes. Parce que quand ils viennent, ils s'appuient sur ces frustrations, sur ce sous-développement, sur cette pauvreté, sur cet oubli-là, pour mobiliser des jeunes qui n'ont pas de perspectives, auxquels leur État ne les a pas donné de perspectives. Ils s'appuient aussi sur ces choses-là. Donc ce sont des aspects que nous devrons prendre en compte dans le cadre de la gestion, en réalité, de ce conflit-là. L'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, si on arrive à bâtir une armée, parce que le Mali, c'est 1 241 238 km², c'est très vaste. Même avec 70, 80 000 hommes, on aura des problèmes à gérer ces pays-là. Donc on doit avoir une armée
républicaine, une armée républicaine qui représente l'ensemble de ses fils. C'est quelque chose qui est enclenché, on doit le continuer, on doit le pousser, parce que c'est comme ça qu'on pourra même lutter contre les amalgames ou contre un certain projet que d'autres gens qui sont venus de l'étranger, souvent lointains de nos pays, qui essayent d'inculquer ça à nos enfants. Et on ne pourra pas résoudre ces problèmes-là si on n'a pas une armée forte. C'est pour ça que la dynamique actuelle, elle est très bonne. Il faut qu'elle continue et il faut qu'elle s'élargisse à l'ensemble des fils de ce pays-là. Les autres, ils doivent venir en fonction de nos demandes, de nos intérêts et de notre vision. Ce qui a manqué ces 10-15 dernières années dans la dynamique de l'accompagnement de nos partenaires, c'est qu'ils viennent avec leurs idées et souvent nous on est rétrogradés au second rang. Puisque aujourd'hui maintenant on prend notre destin en main et qu'on est en première ligne, c'est à nous de définir dans quel cadre ou comment est-ce que les partenaires qu'on aura choisis vont nous accompagner. En ce moment-là, on pourra s'en sortir. Mais je le dis une fois de plus, aucune armée au monde, puissante soit-elle, équipée soit-elle, ne pourra pas travailler à notre place. Ce travail-là, ce sont les fils de ce pays-là qui vont le faire. Ce sont eux qui sont ici de ces régions, de cet espace désertique, de ces forêts, de ces montagnes, et c'est eux qui peuvent sécuriser ce pays-là, pas quelqu'un d'autre. Et dans ce contexte, une nouvelle création, l'Alliance des États du Sahel, qui a vu le jour récemment, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la lutte, cette alliance, de votre point de vue? D'abord, ce qui est à encourager dans cette alliance-là, c'est la synergie d'action que nos États vont créer. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons une menace en face de nous qui ne reconnaît pas les frontières, qui souvent se faufile entre nos États. Et nous, on est cartonnés à des frontières ici de la colonisation qui souvent, en réalité, sont en contradiction même avec nos modes de vie. C'est pour ça que c'est extrêmement important que nos États se mettent ensemble. L'Alliance des États du Sahel, c'est une très bonne chose, mais il faut aussi qu'elle s'élargisse à d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre, par exemple, de la lutte contre l'extrémisme violent, ces trois États à eux seuls, ils conjuguent leurs efforts, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un pas très important. Mais à eux seuls, ils ne peuvent pas résoudre cette question-là sans, par exemple, s'appuyer aussi sur d'autres pays, par exemple, qui sont aujourd'hui au nord. Et aujourd'hui, je pense que l'Alliance des États du Sahel, c'est quelque chose d'extrêmement important et de très bien. Ça peut nous aider vraiment à mieux appréhender ces problèmes-là, à conjuguer nos efforts, parce que comme vous le savez aussi, nous sommes des pays du tiers-monde, on n'est pas assez riches, on n'est pas assez... beaucoup de choses nous manquent. Donc les pays que nous avons, si on les met ensemble, je pense que ça peut nous permettre d'apporter les réponses nécessaires à un certain nombre de problèmes que nos pays connaissent. Alors Moussa Agachar-Atoumane, nous sommes au terme de notre entretien. Le Mali tel qu'envisagé par l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, on peut l'envisager à quelles conditions et à quel horizon? Là, le Mali, je pense, issu du processus d'Alger, c'est un Mali qui sera beaucoup plus fort. Un Mali réconcilié, un Mali dans lequel l'ensemble de ses fils, qu'ils soient du nord, du sud ou du centre, seront ensemble. C'est un Mali dans lequel il n'y aura plus de place pour la discrimination, pour la stigmatisation. C'est un Mali qui sera encore beaucoup plus fort pour affronter son avenir, pour assumer aussi en réalité ses problèmes. À la lumière de ce qui se passe, on est loin du compte. Aujourd'hui, malheureusement, oui. Vous savez, les défis ou les problèmes, ça nous permet aussi de nous remettre en cause. C'est ce qui est positif. Aujourd'hui, avec le départ de l'aménagement, avec les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, nous devrons nous remettre en cause pour mieux rebondir. Parce que les crises, ça nous permet en réalité de nous retrouver, de cultiver une certaine solidarité, un certain patriotisme entre nous, de se donner la main pour affronter nos problèmes. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, le patriotisme, la citoyenneté, le fait d'être malien, le fait d'être amoureux de ce pays, de ses populations, de cet espace-là, c'est maintenant que ça doit s'exprimer. Mais ça ne va pas s'exprimer seulement à travers des discours, ça doit s'exprimer à travers des actes, chacun chez lui, chacun dans son village, chacun dans sa région, chacun dans sa commune. Et ensemble, on pourra relever ces défis-là. Mais si on s'assoit en pensant que ce sont les forces de défense et de sécurité ou les autorités politiques, seulement c'est à et que cette tâche-là incombe, on ne va pas s'en sortir. Donc aujourd'hui, ces difficultés-là doivent aujourd'hui nous pousser à nous mettre ensemble. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui à ce que les Maliens se donnent la main, qu'ils regardent tous dans la même direction, qu'ensemble on affronte nos problèmes, que chacun apporte sa pierre pour qu'on puisse vraiment construire ce pays dans lequel nous nous retrouverons tous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.